Alors, à trois niveaux. Je pensais faire peut-être quelques remarques historiques et pas en tant qu'historienne. Donc, mais parce que je pense que situer le présent débat me paraît important en ce moment. Le deuxième point, c'est plus s'adresser au malaise. Parce que je pense que le malaise en lui-même est très important et nous dit quelque chose. Et peut-être quelques mots au sujet des conséquences que nous vivons déjà et que nous devrons penser. Alors peut-être le premier point au niveau historique, et là je me sens très mal de citer un philosophe, côté d'une philosophe, mais comme Derrida, après les événements du 11 septembre, disait « la terreur survient avant l'événement ». Et je pense qu'on est dans une situation où c'est très important de repenser ce que les travaux de Jérôme Valluy, donc, qui est sociologue, qui montre comment, en fait, moi ça m'avait beaucoup interpellé, comment la xénophobie dans l'espace public suit, plutôt qu'elle ne précède, la xénophobie dans les politiques. Donc dans son analyse, il montre que la xénophobie dans les politiques européenne, américaine, etc., est en augmentation croissante depuis les années 60. Et la xénophobie dans l'espace public, contrairement à ce que je pensais pendant longtemps, la suit plus qu'elle ne la précède. Et donc on est dans cette inscription d'un mouvement, et je pense que c'était important de resituer le débat local au Québec dans une perspective plus large, où alors qu'on l'exprime en termes de perte d'espace de dialogue, de mondialisation, de perte des privilèges de l'Ouest, de peur des majorités. Je pense que tout ça peut être vrai, en tout cas, on ne peut pas rentrer là-dedans, mais ce phénomène s'exprime en fonction d'histoire locale. Et à Ottawa, ça s'exprime par des politiques xénophobes au niveau de l'immigration, qui ne sont pas le cas au Québec. Le Québec, rappelons-le, est la seule province à avoir couvert les coupures aux soins de santé des réfugiés que le gouvernement Harper a imposées, que l'Angleterre est en train d'imposer, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors que la Suisse interdit les minarets, tout ça, et on peut chercher ces temps-ci dans tous ces pays, on a ces mêmes mouvements qui prennent toujours une expression locale. Et donc, qu'est-ce qui précède quoi? Je pense que c'est important de se resituer dans cette histoire plus globale. Au niveau de notre histoire globale, et je ne suis absolument pas, encore une fois, spécialiste de l'histoire du Québec, permettez-moi une vision psychologisante. Et j'ai l'impression qu'on a deux mouvements dans le débat public actuel qui ressort. Un premier mouvement d'évitement par rapport aux religieux et à ce que le religieux a représenté comme traumatisme pour le Québec, traumatisme fondateur, sans lequel le Québec n'existerait pas comme français actuellement, mais traumatisme quand même. Deuxième aspect, je pense que dans l'interdiction de l'identité de l'autre, il y a identification à l'agresseur, qui est difficile de ne pas reconnaître pour des gens qui ont des cheveux blancs comme moi, et donc qui ont vécu dans leur milieu de travail et autour d'eux l'interdiction du français dans les années 60. C'est une histoire très très récente. Donc qu'est-ce que c'est, dans notre histoire collective, d'interdire les symboles et l'identité de l'autre quand nous-mêmes avons vécu cette interdiction? Je pense que c'est aussi important. Donc juste garder ça un peu en toile de fond, ces aspects historiques qui sont, bon, évidemment il faudra les penser, les chercher, mais vous voyez comment le global et le local interagissent, se font écho dans quelque chose où l'un oublie l'autre très facilement. Deuxième aspect, c'est le malaise. Le malaise actuellement, qui est un malaise, je ne sais pas si vous le ressentez, un malaise presque physique face au débat de la charte, et une colère et peur, mais beaucoup de colère dans l'espace public, dans les réponses. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose pour se faire descendre en flammes. Donc on a un niveau d'émotion et de malaise qui, à mon avis, vient du fait qu'il n'y a pas de bonne solution. Et que quelle que soit la solution prise dans l'espace public, nous serons forcément les agresseurs de quelqu'un. Donc tout le monde se fait le défenseur des droits, on est d'une bien-pensance extraordinaire. Ils ne sont pas tous compatibles.
tous les droits individuels ne sont pas compatibles avec les droits collectifs. Je ne peux pas aller enseigner toute nue, même si ça me chante. Non, mais je veux dire, et les droits des femmes, oui, peuvent être fragilisés par certains droits de minorité, et les droits de la majorité sont fragilisés aussi par les droits des minorités. Et on va devoir faire un exercice douloureux où, quelle que soit la situation, la décision prise, ce sera une décision qui fera violence. Et je pense que la volonté d'être... l'Amérique du Nord, c'est quand même extraordinaire, de se construire en victime et surtout de ne pas être l'agresseur, empêche de voir le fait qu'on est forcément un peu les deux et que dans le dialogue, si on veut rétablir le dialogue, il faut assumer le malaise et assumer la violence du vivre ensemble. Peut-être aussi dans le malaise, alors associé à ce malaise et à ce clivage, il y a un refus de la polyvalence. Et en premier lieu, un refus de la polyvalence des signes. Donc les signes dans le discours public actuellement, soit signes identitaires, et donc de fierté, soit signes d'oppression. Or, tous les signes, et en premier lieu les signes religieux, sont, depuis la nuit des temps, simultanément des signes de résistance et d'oppression. Et souvent simultanément dans un même espace. Et le voile en est la croix en est un bel exemple, le voile en est un bel exemple, même au Québec. Si le voile des religieuses a été signe d'oppression et de patriarcat au Québec, ça a certainement été un des seuls moyens pour les femmes d'échapper au mariage et d'accéder à l'éducation. D'ailleurs, les grandes québécoises étaient voilées, de Jeanne Mance à Marguerite Bourgeois. Et en fait, quand on regarde dans d'autres pays, que ce soit la Turquie ou l'Iran a été tour à tour, le voile a été objet d'oppression quand le Shah l'a arraché aux femmes, objet d'oppression quand il a été imposé, objet de résistance en Turquie pour résister à une laïcité obligée. Et donc toujours négocier dans la polyvalence. Je pense que c'est comment est-ce qu'on rétablit une polyvalence, alors qu'effectivement des femmes dans l'espace québécois, et ça je le vois plus au niveau clinique, peuvent souffrir du voile, mais que la plupart, et là j'arrive aux conséquences, et pas depuis aujourd'hui, portent le voile maintenant, non pas comme signe religieux, mais comme signe politique de résistance. Pensez au très beau roman d'Orhan Pamuk, Neige sur la Turquie. Eh bien, là je vais passer plus à des choses empiriques. Donc, peut-être deux notes. J'ai fait une très grande étude épidémiologique, 10 ans, donc pas 10 ans, 7 ans après le 11 septembre, parce que j'avais des données d'avant. En 10 ans, au Québec, de 1997 à 2007, la perception du racisme a doublé, et pas juste pour les communautés arabo-musulmanes. On est 100% d'augmentation. Donc, la charte n'est pas un précipitant, c'est une résultante. Et on ne peut pas la lire indépendamment de ce contexte de montée accélérée du racisme dans notre espace social. Si on passe au niveau qualitatif, je travaille à Parc Extension, des données donc auprès des communautés musulmanes de Parc Extension, des familles, des jeunes filles, montrent que nos données montrent que les jeunes filles se voilent maintenant à cause de ce que nous pensons, à cause de ce que la majorité leur revient. Et ce qu'elles disent, c'est: vous pensez que je suis terroriste, eh bien je vais me voiler. Eh bien vous verrez. Donc il s'agit là d'un geste politique et non pas d'un geste religieux, d'un geste d'identité, mais d'identité politique, plus que d'identité religieuse. Alors je pense que c'est important parce qu'on est un peu dans un quiproquo majeur, surtout dans ce grand mouvement de sauvons les femmes, alors qu'en fait il s'agit souvent de leur volonté propre et d'une volonté qui s'oppose et exprime une colère envers une majorité. Et je pense que, donc, vous voyez comment, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que simultanément, le voile, pour certaines jeunes filles et des familles, des quartiers musulmans, peut être un outil de pression. Mais ces jeunes savent très bien ce que pense la majorité. Et si elles n'ont pas recours ou n'utilisent pas les recours qui existent dans notre société, c'est parce qu'ils ne leur conviennent pas, la plupart du temps. Peut-être dernier point sur les conséquences. Les conséquences sont déjà très, très palpables de la charte. Je pense qu'il faut, et là c'est plus un appel à tous ceux d'entre vous qui travaillent dans le domaine,
il va falloir utiliser nos voix pour les documenter le plus rapidement possible, parce qu'on est dans un contexte de dommage. Or, le débat n'est pas théorique. Les gestes, le Québec, dans l'ensemble québécois, n'est pas la province où il y avait le plus de gestes de crimes haineux, donc de crimes reliés au racisme. C'est l'Ontario. J'ai la difficulté à le dire, mais je pense que dans le dernier mois, on a certainement la palme. Donc on a une augmentation, une légitimation. J'ai beaucoup de... On va le documenter de façon très sérieuse, mais dernièrement, c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe, avec des peurs réciproques aussi. Donc le dommage dans l'espace public est important, il faut s'y adresser. Il faut s'adresser aussi aux peurs de la majorité et à ce qui est exprimé. Une des peurs principales, c'est la peur de l'influence. Est-ce que le fait d'avoir une éducatrice voilée, est-ce que le fait d'avoir une maîtresse d'école voilée, le fait d'avoir une personne soutien à domicile voilée vont influencer les modèles de féminité et les modèles identificatoires des enfants? Je pense que là, il va falloir étudier ça, mais un rappel historique, encore une fois, est intéressant. Dans le sud des États-Unis, des générations d'Américains blancs ont été élevés par des nannies noires. Ils n'ont jamais adopté ni leurs valeurs, ni leurs croyances, parce que chez les enfants, la perception des relations de pouvoir est très présente dès l'âge de 2 ans. Je vous remercie.